Bonsoir à tous et à toutes, et merci d'être là en cette fin d'année. Je vous propose justement de terminer l'année en beauté à la Maison de la Francité. Alors j'ai fait une rime sans le faire exprès. Les rimes ou les pas de rimes, les entrelacs, les répétitions, les sonorités, elle connaît, elle qui malaxe les mots, les triture, les sculpte, les confronte, les libère dans ses textes. Elle, c'est la poétesse, slameuse, chroniqueuse, essayiste, romancière, animatrice d'ateliers et cofondatrice du collectif Elle Slam. Bref, l'artiste pluridisciplinaire Lisette Lombé. La voici. Lisette Lombé qui a remporté le prix des Grenades il y a 2 ans pour son recueil Brûlé, 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 que je vous recommande, qui a publié récemment son roman Eunice aux éditions du Seuil et qui succède à Karl Norak et à Mustapha Keur, puisqu'elle va être la prochaine poétesse nationale de Belgique en 2024 et 2025. Eh ben, elle est bien placée pour nous expliquer pourquoi la poésie belge francophone connaît un tel succès. Lisette, bonsoir. Bonsoir. Alors, pourquoi Maintenant, c'est vous qui avez la parole. Ok, bonsoir. Alors moi je suis pas dans les chiffres, donc je ne sais pas vous donner des chiffres de succès en vente, mais néanmoins quand même mon éditeur de poésie à l'Iconopop, Alexandre Bord, a fait partie d'un groupe de travail qui a demandé en France d'avoir des chiffres un petit peu plus précis aussi, et notamment de dissocier le théâtre et la poésie parce qu'ils étaient regroupés, et donc ils constatent que ça monte. Mais bon, ça c'est pour les chiffres, c'est pas notre cœur de travail, les chiffres. Moi je pars avec du ressenti. Et de l'endroit où je suis. Donc d'abord des poésies, c'est très pluriel, il y a plein de lieux de poésie, il y a plein d'endroits, et probablement qu'il y a des endroits qui ne se vivent pas comme ça. Le constat, c'est que c'est la poésie orale qui a le vent en poupe, la poésie sur un grand continuum des oralités qui va jusqu'à être performée, qui va jusqu'à être accompagnée de musique, qui est dite, qui est partagée par des gens qui ne se disent pas poètes, mais qui se disent chanteurs. On voit avec j'oublie son nom, le chanteur de Feu Chatterton, là, Voilà, exactement. Ben voilà, ça c'est un bel exemple, c'est-à-dire que quand Segers lui demande, et tout d'un coup c'est lui qui devient une figure de proue de ce qu'on appelle aujourd'hui la poésie contemporaine, donc c'est la reconnaissance aussi de tous les paroliers, de tous les chanteurs, chanteuses en tant que poètes, parce qu'ils sont à la rime. Si on élargit ce champ-là, ben, c'est aussi le rap, hein, quand on intervient dans les classes, quand même toute cette jeunesse est biberonnée par une forme musicale qui a une versification très sévère, puisqu'il faut rentrer dans le beat, et si on en sort, on n'est pas un très bon rappeur, donc il y a énormément de rimes, il y a des punchlines, il y a des néologismes, il y a toute une langue qui est avec des différents registres de langage, donc c'est un endroit de grande effervescence langagière et poétique, parce qu'il y a aussi sur le grand continuum du rap, effectivement du rap bling bling, mais il y a aussi du rap conscient, enfin il y a toute une galaxie, comme il y a plein de poésie, comme il y a plein de féminisme, tout ça est toujours très pluriel. Donc ça va partir un peu dans je me sens décousue sur la réponse parce que mais finalement est-ce que c'est pas ça la poésie aussi, c'est aussi, partir aussi un petit peu dans tous les sens, assumer ça, donc assumer les différents chemins. Voilà, c'est un ressenti, en tout cas globalement le ressenti c'est celui-là, c'est que avec des figures comme en France Cécile Coulon qui a eu le prix Apollinaire et qui est aussi la co-directrice de cette collection Iconopop, ça a récompensé une poésie extrêmement accessible, une poésie du quotidien, une poésie de la tendresse, de la douceur, une poésie qui se partage bien en amont du recueil, puisqu'elle partage sur les réseaux sociaux, elle teste ses poèmes auprès de son public, elle a une grande générosité, elle a un endroit qui abaisse la crainte d'être spoliée dans sa réflexion, dans ses textes. C'est un endroit assez impressionnant en fait de partage. Et puis elle incarne, elle cherche aussi ça, c'est-à-dire tout ce qu'on a appelé les insta-poètes. Alors qu'on soit là ou qu'on ne soit pas là sur Instagram, il faut constater qu'ils sont là, elles sont là surtout. Une poésie qui tient dans un petit carré avec quelques vers, c'est vraiment un instantané qu'on lit, voilà, qui se partage au quotidien et qui se partage, surtout qui se partage et qui n'attend pas l'édition, qui n'attend pas le papier. Et une poésie qui a comme particularité d'être souvent liée, alors
moi je ne fais pas de jugement de valeur, je constate. Donc c'est assez jeune, c'est souvent lié avec du visuel, parce qu'il y a beaucoup d'images aussi, donc il y a moins de texte, plus d'images, c'est une autre grammaire aussi. C'est souvent relié au parcours et à la personne elle-même, donc il y a quand même tout un travail sur la personne. Voilà, j'observe les jeunes poètes qui entre guillemets se mettent en scène aussi. Il y a tout un qui prennent des photos d'eux en résidence. Il y a tout un travail sur la personne elle-même du poète et parfois plus sur la personne que sur le texte. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et voilà, ça c'est cet endroit-là. Je constate que c'est aussi une poésie qui parfois est moins sur les poètes plus classiques ou les poètes de l'écrit pourraient reprocher à ce type de poésie d'être plus de surface ou plus peut-être moins travailler le texte, moins de lyrisme, mais qui est une poésie comme Rupi Kaur, je ne sais pas si je dis bien son nom, Rupi Kaur, qui a popularisé, elle par exemple, une poésie sur la rupture. Après c'est un grand invariant de poésie, hein, le deuil, la tristesse, mais une forme de quotidienneté et d'accessibilité. Et cette poésie-là, c'est une poésie qui va se mettre à l'intersection avec l'estime de soi, avec la confiance en soi. C'est une poésie qui retape, c'est à la lisière du développement personnel. Donc c'est une poésie, on a en Belgique Félix Radou, sur les ondes de la RTBF, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il a une poésie qui a fait du bien au cœur des gens. Les gens avaient besoin d'entendre ça, de parler comme ça de sa mère, de parler comme ça de sa sœur, de parler comme ça de... Et donc lui aussi a commencé à créer des petits carrés sur les réseaux sociaux. Et c'est une poésie qui flirte avec... on vous dit que vous êtes une belle personne, on vous dit qu'il y a du réenchantement dans l'air, que ça va aller, que... Voilà. Et on se prend des petits shots de love comme ça... avec ce type de poésie. Donc ça, j'observe ça. Donc ça, c'est comme c'est sur les réseaux sociaux, effectivement, il y a une effervescence. Moi, je peux parler que du côté francophone, qui me concerne, mais je pense que ça vaut pour les autres langues aussi. Et puis, il y a plein de facteurs qui expliquent tout ça aussi. Il y a... en tout cas, moi, sur ma rive du slam, de poésie engagée, la montée des féminismes, après MeToo, il y a eu un besoin d'expression, et donc il y a énormément de poétesses sur notre scène slam aujourd'hui. Alors, quand j'ai commencé le slam en 2015, il n'y avait que 10% de femmes, c'est l'inverse aujourd'hui, femmes et personnes non binaires, parce que les urgences de dire aussi ont énormément changé, et les personnes qui pratiquent la poésie aussi ont énormément changé. On a eu des premiers... Le mot slamereuse, moi, n'existait pas. Pour dire slameur, slameuse, pour les personnes non binaires, n'existait pas en 2015. Donc, ça dénote aussi de nouvelles personnalités et thématiques aussi qui arrivent sur cette scène. Les scènes slam sont complètes partout, sont créées, donc il faut bien le reconnaître, on est sur un territoire belge qui a cette particularité, contrairement à la France, de mixer, en tout cas, et ça explique aussi l'effervescence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme en France, un cloisonnement net entre la poésie et le slam. En France, les slamheureuses ne sont pas éditées. Ils ont des champions, des championnes du monde qui sont en auto-édition, qui ne sont pas édités, alors qu'en Belgique, en Belgique francophone, il y a ce triangle un peu magique des maisons d'édition, avec en tête Malmström, l'Arbre à Parole. Je vais dire celle-là, pas parce que c'est la mienne, mais parce que ils sont dans ce triangle-là avec les Midis de la Poésie, donc c'est-à-dire des maisons qui ont fait une belle place à l'oralité et une belle place surtout à un mixte entre des grandes personnalités, parce que par exemple chez Malmström, on a Ferlinghetti, Jodorowsky, etc., mais on a toute la scène slam contemporaine, des personnes émergentes qui grâce au bouclet, font un premier texte de l'écrit. Et donc dans ce triangle, il y a ces maisons d'édition, il y a les prix Parole urbaine, qui sont des prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui récompensent les écritures urbaines, donc il y a du slam, mais il y a du rap, mais qui sont considérées comme littéraires. Donc c'est un prix littéraire, et donc du coup ça c'est très particulier à la Belgique, mais on trouve ça aussi au Québec. Ça dit quelque chose de la manière dont on perçoit
le slam, le rap, et ça concourt à ça. Et il y a donc les programmateurs aussi, programmateurs, programmatrices qui sont dans ce triangle et qui, la particularité en Belgique, offrent des cartes blanches plus facilement qu'en France, parce qu'ils sont connectés aussi à cette idée de grande porosité. Et donc, il y a une confiance sur des formes légères ou sur des formes hybrides. Parce que le slam, si on veut aller chercher des subsides, c'est pas tout à fait de la littérature, c'est pas non plus tout à fait de la musique, c'est hybride. Mais on a des programmateuristes qui, voilà, comme on se retrouve au Théâtre des Dons à Avignon, où il y a dans la scène en plein air, dans le jardin des Dons, il y a une programmation comme ça très hybride, très déjantée, qui est pour moi une patte vraiment belge francophone, qui laisse beaucoup de place aussi à la poésie engagée, militante, pugnace, combative. Et dans les autres éléments comme ça que je vois, là, il y a quand même eu le confinement aussi, qui a obligé avec la claustration à déployer une créativité folle en poésie. Et ce sont les poètes et les poétesses qui se sont exprimés les premiers, après les gens de théâtre qui ont repris du texte pour le partager, mais d'abord les slameurs, les slameuses, parce qu'ils ont cette habitude de monter sur scène mensuellement, une fois, 2 fois, 3 fois par mois, d'écrire du texte rapide. On peut écrire un texte dans le train et le présenter directement sur la scène. Donc ils ont cette habitude d'une énorme réactivité par rapport à l'actualité. Et donc on les a entendus tout de suite se filmer chez eux dans le salon, partager des textes. Laurence Viel sur Musique 3 a ce rendez-vous magnifique où elle lit des textes d'autres poètes, poétesses, et ça devient presque une énorme bibliothèque. Enfin, c'est un outil magnifique. Si on reprend tous ces partages, toutes ces chroniques à la radio, c'est énorme. Les gens ont commencé à faire des petits podcasts de poésie avec des gueulophones là, devant les maisons de repos, voilà. Et puis toute la partie graphique, c'est-à-dire les cartes postales, les affiches, enfin toute la partie graphique, les pharmacies poétiques, les serveurs vocaux où on pouvait téléphoner et recevoir en cadeau un poème. Il y a eu pendant le confinement une soif de ce langage-là particulier, couplé aussi, parce qu'il y a quand même eu, qui vient de décéder, Gluck, la sud-africaine, qui a eu le prix Nobel, et Amanda Gorman, qui a été à l'investiture de Joe Biden, et qui, parce qu'elle était jeune, parce qu'elle était... donc d'abord parce c'est une poétesse reconnue sur son territoire, précoce, et d'abord ça, mais aussi parce qu'elle incarnait sa couleur de peau, sa jeunesse, son style vestimentaire aussi. Donc, c'est-à-dire qu'elle a été chroniquée dans des magazines de mode, dans des magazines, et tout d'un coup, il y a eu plein de focus pendant le confinement sur les poétesses. Et notamment, il y avait des articles avec Cécile Coulon, Amanda Gorman, Rim Battal, enfin, sur les poétesses via elle. Donc voilà, je pointe ça dans les éléments d'effervescence, voilà. Et le féminisme aussi, hein, parce que après l'ère MeToo, il y a eu une soif. Et en fait, les micros de slam, les micros ouverts, c'est un endroit où tout qui a écrit un texte peut venir dire son texte. Donc on ne doit pas attendre de faire un spectacle, on ne doit pas attendre. Donc voilà, ça a été massivement investi par des femmes qui avaient des revendications, des choses à dire en moins de 3 minutes. Voilà. Comment vous êtes perçue en dehors du monde francophone, Lisette ? Est-ce que vous savez ou pas ? Est-ce que non ? Alors oui, si. En fait, ce que j'en sais, moi, c'est étrange. En dehors du monde francophone, il y a surtout un monde en d'autres langues, mais francophile. Donc moi, c'est vrai que je voyage dans des pays et je vais dans des lieux où je peux m'exprimer en français, même si c'est pas la langue maternelle. Et ce que je sens, c'est que là, les textes commencent à être traduits, donc c'est à ce signal-là qu'on sent qu'il y a une demande, et qu'en fait, c'est moins nos corps qui voyagent que nos paroles, et qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont donc multilingues et qui sont des passeurs et des passeuses de ces textes-là, et qu'il y a comme un grand mouvement, voilà, qui se relie autour de ça, Alors, moi, j'inclus cette poésie-là dans les oralités. C'est un truc plus large. La tradition du griot, quoi, finalement, c'est ça, ou du village avant qu'on...
Enfin, j'ai l'air un petit peu pas essayiste, mais c'est pas ça. Mais l'oralité, pendant longtemps, elle était là. Oui, c'était ça qui nous reliait. Oui. C'était ça avant tout. Oui, et puis il y a de toute façon eu dans ce mouvement poétique l'oralité, puis le repassage par l'écrit, puis maintenant il y a de nouveau cette oralité qui est là et qui est fondatrice. Alors c'est vrai que quand on apprend la poésie à l'école, enfin peut-être spontanément, quand on pense à poésie, on pense à rime, on pense à romantique, à mélancolique, on pense à Baudelaire, à Rimbaud, mais c'est très important. Moi j'adore ça. mais je veux dire, il y a aussi tout un monde beaucoup plus, tout aussi vaste et qui est un petit peu la partie immergée de l'iceberg, et ça commence un petit peu à émerger. Tout le reste. Oui, alors la preuve, c'est que cette année-ci, les subsides 2024 sont épuisés pour faire venir les auteurs, les poètes dans les classes. Et je pense qu'aussi, après le confinement, aussi, il y a eu une soif aussi des enseignants de réinviter des auteurs, des personnes en vrai, en chair et en os dans les classes. Je ne sais pas, moi j'étais enseignante, hein, donc après j'ai eu une autre vie entre les deux et avant l'artistique, donc ça commence à dater, mais j'y suis quand même restée 7 ans. Moi je ne fais vraiment pas de procès. D'abord il y a un programme, et d'abord il y a une culture vraiment essentielle et de base à avoir. Il n'y a pas, sinon on se croit sorti de la cuisse de Jupiter, il y a quand même des textes magistraux, mondiaux, enfin voilà, c'est notre culture, c'est notre socle, et ce serait très étrange de prétendre être poète sans avoir, je sais pas, se rouler dans l'herbe de Rimbaud, ou d'avoir pris un peu de substance avec Baudelaire. Donc ce serait bizarre de se croire neuf à cet endroit-là du texte, donc ça c'est quand même notre culture fondamentale. Après, je vois bien ce qui se passe, pour être passée par là aussi, c'est qu'en primaire, moi je faisais partie de la bande des grands timides quand même, donc c'est un endroit où on peut décrocher complètement par la mémorisation et voilà, l'exposition à un groupe classe sans être préparé, alors que nous sur scène on a du coaching scénique sans être préparé à ça, au regard, et voilà, on rougit, on a peur de la notation, on a peur du trou de mémoire, et donc ça devient un calvaire, et c'est un endroit où on peut être dégoûté vraiment à vie de la poésie, malgré tous les efforts des profs. C'est pas pour rien que vous avez fait ce livre, hein, pour les enfants. Enfants poètes, oui, voilà, qui redonne... dans lequel ils vont se solidariser autour de ce premier texte. Voilà, c'est une petite fille qui, elle, fait déjà du théâtre et qui va aider ses camarades à trouver un peu de plaisir à cet endroit-là. Elle va les aider avec des conseils très simples. Et c'est surtout un texte qui voudrait ramener en classe ce qu'on éprouve sur une scène slam et même dans les maisons de poésie, sur la poésie plus classique, c'est-à-dire une écoute magnifique, où il n'y a pas de jugement de valeur sur le texte et où il y a un silence impérieux qui permet d'être soi-même et d'aller jusqu'au bout de sa pensée complexe, et voilà, voilà, sans être jugé. Et donc là, l'idée du texte, c'est ça, c'est que c'est pas tellement que les grands timides doivent résoudre leur timidité, c'est qu'ils doivent être, c'est pas grave en fait d'être timide, regarde, moi je transpire là, c'est pas grave en fait, il n'y a pas de souci. Mais donc voilà, c'est les différents endroits, ça en primaire, en secondaire, le décortiquage des textes, l'analyse formelle en fait, les figures de style, et tout ça est très utile, mais c'est vrai que j'ai observé mes fils qui ont complètement décroché du français, qui détestent ça et qui détestent les lectures imposées, où un de mes fils un jour est rentré, donc il me disait ouais, je crois que j'ai réussi français, les figures de style c'est ok, mais je dis oui, mais ça causait de quoi le texte? Ah ça je ne sais pas de quoi ça causait. Donc voilà, donc il était passé à côté de toute l'émotion. Et après à l'université, moi c'est la même chose en littérature romane, j'ai eu mon passage entre la première Candie et deuxième Candie, comme on disait à l'époque, complètement gâché par les illuminations de Rimbaud, qui m'a valu une deuxième cesse juste pour ce texte, et que je n'avais pas compris, mais que j'avais... j'étais comme devant un animal à disséquer, quoi. C'était mort pour moi. Alors qu'en fait, il faudrait repasser aussi cette scène du cercle des poètes disparus. On aurait tous avoir eu un prof comme John Keating, qui nous fait sortir de notre... À fond. Après, moi, j'ai cru que je l'étais. Quand je suis rentrée dans l'enseignement, j'ai cru que je l'étais. Donc, c'est-à-dire que je suis arrivée dans l'enseignement avec...
comme si mon seul amour des mots allait métamorphoser mes élèves. Et j'ai enseigné dans des écoles dites difficiles. Et et puis il y a un principe de réalité qui est on n'en a rien à foutre de ton cours, l'homme B, en fait. Et donc du coup, ça, c'est le chronique d'un burn-out annoncé. Ouais. Et alors justement, comment ça se transmet l'amour des mots? Parce que on a l'impression que, comment dire, on a beau des fois raconter des histoires à des enfants, leur mettre plein de livres dans les mains, et tant mieux, mais il y en a qui vont pas accrocher, ça viendra peut-être plus tard. Alors c'est pas grave, ils vont se nourrir autrement, et c'est tant mieux, mais il y a un côté un petit peu loto, quoi, hein, pour transmettre l'amour des mots. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas sur quoi on va accrocher, qu'est-ce qui va être le déclic. C'est ça? C'était ça un petit peu la difficulté quand vous étiez prof? Oui, parce qu'on y va avec le cœur, mais qu'est-ce qui joue? Je ne sais pas, peut-être ici vous avez peut-être tous et toutes un ou une prof, quoi, qui vous a marqué dans votre parcours. Et enfin moi en tout cas j'ai eu ça, que ce soit en primaire ou en secondaire, j'ai eu comme ça des profs étincelants qui donnent envie, au-delà des cours, de plonger dans les mots. Après j'ai surtout d'abord eu mes parents. Mes parents, ce sont des grands lecteurs, mais des lecteurs, j'allais dire, de culture populaire. Voilà, les classiques étaient là, je pense, plus pour la déco. Et plus, voilà, c'est plus des bios, des trucs très... des choses qui pouvaient être recommandées dans des émissions TV, je ne sais pas, voilà, les oiseaux. Je pense toujours à ça, les oiseaux. Voilà, Belgique Loisirs, voilà, c'était ça. Moi, j'ai le réflexion loisir, voilà, mais Belgique Loisirs. Belgique Loisirs, et je pense à ce livre parce qu'on regardait ça en parallèle à la télé, les oiseaux se cachent pour mourir. Voilà, par exemple, c'est typiquement ça dans la bibliothèque, mais en même temps, elle était là, c'est-à-dire dans ce petit appart minuscule, elle était là, peut-être pour redire. Que même si on vient soit du quart-monde ou du tiers-monde, on n'est pas réductible à ça. J'essaye de comprendre ce qu'elle faisait, cette bibliothèque-là, dans ce manque de moyens financiers. Nous, on avait notre bibliothèque aussi dans notre chambre avec ma sœur, avec ceux que mes parents y ont mis, c'est-à-dire la Comtesse de Ségur, le Club des Cinq, Tintin, Boule et Bill, enfin voilà, cette culture-là. Et puis eux, dans leur champ, avaient une mini, quelque chose comme ça, 3-4 livres, le Kama Sutra, Technique de l'amour, je sais pas, 3-4 livres, voilà, mais qui sont pour moi l'endroit c'est-à-dire la chambre avec ma sœur, c'est le lit superposé, c'est de pouvoir faire lecture à sa petite sœur. Voilà, donc ça c'est magnifique d'être à cet endroit-là de plaisir, du mot déjà dans la bouche, moi à l'étage et elle, et voilà, et c'est tous les soirs, et jouer à l'institutrice, et voilà, tout ça est là. Le salon, c'est la désacralisation des livres aussi, de se dire que quand les parents sont partis, alors d'abord aller piocher évidemment pour lire, mais aussi voilà, les souvenirs d'enfance qui sont que quand les parents, alors c'est l'enfance des années 80, c'est l'enfance magnifique à la cité, où on part et on revient super tard, mais de se dire que quand les parents sont pas là, on peut prendre tous ces livres, les mettre au sol et les transformer en bus, en fait. Ouais, on fait des sièges avec les bus, et puis à 17h-10, avant qu'ils reviennent, on repousse tout. Et comme mes parents n'étaient pas du tout des gens qui rangeaient les livres avec un ordre spécifique, on repousse tout vite à 17h-10. Et leur chambre, ça c'est l'éveil de, justement, quand ils sont pas là, de sentir qu'il y a une littérature qui n'est pas pour les enfants. Donc c'est l'éveil des sens, et c'est le visuel aussi, parce que Technique de l'amour, c'était des photos en noir et blanc, technique, voilà, des techniques. Kama Sutra, je me souviens de ce livre avec une couverture mauve, là, en velours, avec des images indiennes, aussi avec des contorsions, mais aussi avec des animaux, voilà, et je me souviens pas dans ces livres-là, je me souviens pas des textes, mais il y a quelque chose, donc un éveil en fait qui est là, et donc voilà, je remercie mes parents pour. Donc je pense, et heureusement que tout ne doit pas venir de la maison, et qu'il y a des bibliothèques, qu'il y a des enseignants, et que voilà, moi j'adore me poser en bibliothèque pour la question d'abord de l'humilité, quoi, de se dire bon.
même quand on écrit des livres, on est un parmi... et nous, en tant que lecteurs, lectrices, on n'en viendra pas à bout, même avec mille vies. Et surtout de se dire que là, voilà, il suffit de s'arrêter là et de voir toute cette jeunesse qui loue des livres, en fait. Parce qu'il n'y en a pas... là, la foire du livre de Montreuil jeunesse, c'était Montreuil, voilà, on s'est croisés à Montreuil. Donc, la foire du livre de Montreuil, je ne sais pas si vous connaissez, c'est vraiment... c'était la 39e édition, donc ça fait quasiment 40 ans que ça existe. C'est le salon du livre dédié à la jeunesse, et c'est en région parisienne, et c'est vraiment un petit peu la référence, on peut le dire, hein, dans ce domaine. Oui. L'une des références. Et Seine-Saint-Denis... oui, en Seine-Saint-Denis. Donc du coup, multiculturel. Donc on arrive là, effectivement c'est une ruche, effectivement c'est une foire, gros marché, enfin il y a ce côté saisissant et un peu qui peut mettre au bord de la nausée parce que ça. Mais en même temps, voilà, moi je suis repartie de là, c'est la première fois que j'y allais, avec des ados qui sont dans les escaliers, qui lisent des mangas, avec des jeunes qui ont des chèques livres, mais c'est 5 €, hein, donc, mais du coup, qui vont dans chaque stand pour essayer de voir s'il n'y a pas un petit livre à acheter avec leur chèque cadeau, avec des ados qui ont elles doivent interviewer des auteurs et donc elles se poussent un peu du coude pour voir si elles osent pas, d'autres qui viennent demander des autographes, mais surtout multiculturel. Et ça, c'est vraiment quand je suis arrivée de voir ça et puis d'entendre après du coup les organisatrices dire le travail de dingue qu'il y a en amont pour que les gens se sentent autorisés à venir. Ça, c'est vraiment quand je suis repartie, avec cette image-là, c'est-à-dire l'énorme travail qu'il y a en amont pour ne pas se dire que voilà, si l'entrée est gratuite, les gens vont venir. Comme en Seine Slam d'ailleurs, je pense que c'est ce qui a vraiment vraiment changé avec l'arrivée des femmes, des personnes racisées, des personnes LGBT. Les Seine Slam sont gratuites ou prix libre et elles sont ouvertes à tout le monde. Mais malgré tout, c'est vrai quand moi j'ai commencé le slam, ça ne reflétait pas le fait que c'était gratuit et ouvert à tout le monde, sur la scène en tout cas. Surtout aussi peut-être que Lisette, quand certains pensent à slam, ils se disent tiens mais le slam c'est un peu comme le rap, non, c'est vrai, des fois on peut avoir cette image-là qu'on ne connaît pas. Non, si on dit ça à des rappeurs, ils vont dire ah, le slam c'est du rap mou, c'est pour les gens qui sont trop mous. Après, ce qui est beau, c'est que si on voit l'histoire des deux mouvements, sociologiquement, c'est pas les mêmes personnes et le slam est plus proche de l'écriture, de la poésie, le rap est plus proche de la rue. Sociologiquement, c'est pas les mêmes personnes. D'ailleurs, en rap, vous allez avoir moins d'ateliers, parce que ça se fait pas aux mêmes endroits. Et en slam, on se le redisait il y a pas longtemps aussi, on regardait pour le moment la scène contemporaine, parce que nous on est déjà un peu, avec notre collectif El Slam, on est déjà, j'allais pas dire un pas de côté, mais il y a d'autres urgences, il y a d'autres incandescences, donc on est déjà avec nos thématiques un peu, voilà. Et on se disait, les personnes qui gagnent les prix, les personnes qui vont au championnat de Belgique, les personnes qui vont à Avignon, etc., tout le monde est diplômé. Sauf quelques personnes rares. On pensait à certaines de nos amies qui disaient ouais, j'ai pas les codes, etc. Donc les gens ont fait le conservatoire de théâtre. Ça c'est un truc très neuf, mais on doit le constater. Donc ils arrivent avec un énorme bagage scénique et puis ils ont envie de dire des choses et ils n'ont pas envie que d'être mis en scène. Où les gens ont fait les romanes, où les gens ont fait des études universitaires, mais majoritairement et de manière écrasante, dans le milieu du slam, les gens sont diplômés, ultra diplômés, liés aux lettres, et il y a des bibliothécaires, il y a des éducateurs, ce qui n'est pas le cas sur la scène rap. Et donc du coup, quand on voit ce qui se passe dans la scène slam, il y a des gens qui viennent de la poésie écrite, moins, mais qui viennent de la poésie écrite et qui tentent une oralisation. Il y a l'appel de la scène et du micro, il y a des gens qui viennent du conte, il y a des gens qui viennent du théâtre, il y a des gens qui viennent d'autres milieux du stand-up aussi. Il y a ça maintenant aussi, une oralité voilà, qui est plus... On a besoin de rire aussi, on a besoin de... Parce qu'à l'intérieur des 3 minutes, on est totalement libre de mettre ce qu'on veut.
Mais sinon, Lisette, pour revenir effectivement au thème de la conférence, pourquoi la poésie belge francophone connaît un tel succès, ça tient aussi peut-être à la particularité de la Belgique. Moi, quand j'ai appris en tant que Française qu'il y avait un poète national, un titre, j'ai été épatée, je trouvais ça génial. Enfin, il me semble qu'il y a qu'en Belgique, il y a ce titre-là où la poésie est vraiment mise à l'honneur et vraiment portée. Enfin, ça joue quand même, c'est important. Et je l'ai redit, vous succédez notamment à Karl Norak et à Mustapha Keur. Et puisque vous parliez tout à l'heure de la poésie qui a réapparu, qui a été très forte, qui a aidé les gens pendant le confinement, on se souvient justement des poèmes d'accompagnement, des poèmes de deuil initiés par Karl Norak, justement. Oui. Alors sur le poète national, là justement, alors son nom m'échappe, mais il y a une poétesse nationale du côté Pays-Bas aussi pour le moment, et c'est plutôt une tradition anglo-saxonne où c'est hyper, c'est ancré, mais effectivement pas en France. Et donc du coup c'est vrai que quand on arrive en France, ils trouvent ça un peu ovni, et surtout sur le côté national. Enfin comment choisir une personne pour représenter, ça paraît aussi désuet, un peu. Alors ça y est, vous êtes à la solde du pouvoir. Ça fait un peu peut être ça aussi. Après, il faut être hyper. Moi, j'ai cette chance je m'exprime avec beaucoup de transparence sur mon métier. Avec notre collectif, on a fait des formations, on a créé des formations pour que les artistes et les poètes se professionnalisent, et la particularité de notre collectif, c'est qu'on bosse avec des petits entrepreneurs, des petits indépendants, donc on parle argent, on parle facturation, on parle communication, on parle prospection, des horribles mots en artistique et à mon avis encore plus en poésie, mais qui fait que autour de nous, dans notre collectif, on a un taux énorme de personnes qui, parce qu'elles ont décidé à un moment donné de faire ce grand plongeon, ont leur statut d'artiste. Donc, moi, je suis à cet endroit-là, donc je dis calmement les choses. Parce qu'une personne sur les réseaux sociaux, il n'y a pas longtemps, m'a mis un commentaire en me disant qui sous-entendait que je pourrais utiliser la casquette de poétesse nationale comme tremplin pour ma carrière. Donc, j'ai d'abord dû redire que l'institution, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les grandes... Il y a les maisons de la poésie au nord, au sud du pays, qui à un moment donné se réunissent, choisissent une personne. Et je veux dire, si vous posez la question en dehors de nos cercles de poésie, personne ne connaît le poète national. En dehors sauf si on est un peu intéressé par la littérature, c'est quand même pas... c'est pas connu. Mais je vais revenir sur Karl Norak, comment il a démocratisé. Donc du coup, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils choisissent quelqu'un qui, à un moment donné de sa carrière, a déjà de la visibilité, et qui, grâce à sa propre visibilité, va pouvoir parler de l'institution de poète national et va pouvoir devenir ambassadeur ou ambassadrice de cette institution. Et aussi, il faut que quand on voit Mustapha Keur pour le moment, mais Karl aussi, parce que Karl est beaucoup allé dans les écoles, Mustapha Keur, c'est quelqu'un qui... donc alors je vais pas commencer par là, c'est d'abord un grand poète, c'est d'origine turque, le père d'origine ouvrière, quelqu'un qui est en fauteuil roulant, quelqu'un qui est très connecté au social aussi, et qui donne aussi, qui va dans les classes, qui se déplace, très connecté à la jeunesse. Donc il faut à la fois pouvoir par son nom faire rayonner l'institution, mais aussi être connecté à ce que cette institution veut, c'est-à-dire démocratiser la poésie, la faire voyager, etc. Donc il faut être des deux. Donc si on est dans une poésie plus hermétique, si on n'a pas du tout de connexion avec le social, avec les écoles, donc si on n'a pas du tout non plus de positionnement, que cette poésie n'est pas un tant soit peu connectée au sociétal, porteuse de ce souffle-là, potentiellement, non pas être instrumentalisée ou être régie par le sociétal, le politique, mais quand même porter un souffle, de se dire qu'avec ces mots, on a quand même de la représentativité, on a quand même, quand on va dans les classes, etc., on n'est pas hors sol. Ouais, et puis vous devez écrire un texte tous les 2 mois. Donc ça, la seule obligation, c'est ça. Tous les 2 mois, on doit rendre compte d'un texte. Donc là, on se disait tout à l'heure
quel est le premier. Moi, je suis à un endroit pour le moment de ma vie où justement, depuis le confinement, j'ai l'impression quand même que ma poésie... je ne sais pas quel terme utiliser, manquerait un peu d'essence, je ne sais pas expliquer sur ce qui se passe dans le monde, etc. J'arrive pas à retrouver un endroit de justesse pour exprimer mon sentiment d'injustice, et surtout je n'arrive pas à retrouver une fraîcheur de métaphore pour dire ce que j'ai déjà dit. Donc, c'est-à-dire avec une impression de tourner en rond sur certaines thématiques, donc d'où le passage en prose et en fiction. Donc là, c'est tout l'enjeu. Par contre, ici, voilà, c'est ce que je disais, parfois ça vous saisit comme ça, c'est-à-dire que, alors que je venais encore de dire dans l'émission Dans quel monde on vit, là, qui passera samedi chez Pascal Claude, que j'étais à cet endroit-là de réflexion, mais il suffit de voir du coup une vidéo d'enfants à Gaza, et tout d'un coup, ce qu'on vient de dire tombe à l'eau. Pourquoi ? Parce que, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, sur une vidéo qui vous arrive comme ça et que vous n'avez pas demandé à voir, de voir des enfants qui sont couverts d'une poussière dont on ne sera jamais couvert parce qu'on n'a pas des bombes qui nous tombent sur la tête et des gravats qui partent comme ça en fumée, des enfants plus jeunes que la plus jeune de mes enfants, avec un tremblement de mâchoire que je ne nous souhaite jamais dans nos corps. Mâchoire du haut, mâchoire du bas, complètement dissociée, et par la peur que je ne souhaite jamais de connaître. Et donc du coup, c'est une vidéo qui tout d'un coup va faire un texte, et qui fera le premier texte, puisque la passation de poétesse nationale, ce sera dans mon école primaire le 28 mars. Et donc voilà, on sera avec les enfants. Mais en amont, c'est ça que je voulais dire, moi j'aurais rencontré 8 classes pour arriver à cette passation. Donc c'est pas un truc symbolique où on vient couper un ruban. C'est 8 animations en classe, il n'y a pas de budget. Donc je voulais répondre à cette personne qui disait ouais, le tremplin, je lui ai dit on arrive quand même bien lesté sur ce tremplin, c'est des dizaines de réunions où le chemin est inverse, c'est-à-dire qu'on doit rêver des projets, les amener sur la table, et puis de réunion en réunion, espérer, tenter, remplir des dossiers, espérer, voilà. Et Karl Norak, les fleurs de funérailles, cette magnifique initiative du confinement, qui pour moi me sert d'exemple. Karl Norak, c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup, parce que d'abord, c'est quelqu'un qui a écrit un essai pour les Midis de la Poésie, dont le nom m'échappe chaque fois, mais qui vient nous redire que pour lui, il y a une grande porosité entre la poésie jeunesse et adulte, et en fait que ça se mélange, et que lui n'écrit pas pour les enfants, pour les adultes, il écrit de la poésie, et que ça vaut voilà, le dialogue. Donc c'est lui qui m'a donné l'autorisation d'entrer en territoire jeunesse en poésie. J'ai enregistré mon premier texte, je lui ai envoyé, il m'a dit super, c'est vraiment lui qui m'a donné cette autorisation, donc je lui dois vraiment cette entrée en territoire. C'est quelqu'un d'une grande générosité qui m'a invité à Ostende justement pour qu'on parle de cette mandature de poète national, en me disant attention, ça va être colossal. Et il a terminé sur les genoux. Et tous les poètes nationaux terminent sur les genoux. Donc on a eu cette discussion de voir comment, à quoi on dit oui, à quoi on dit non, enfin voilà, c'est énorme. Et puis surtout ces fleurs de funérailles qui pour moi incarnent ça, ce qu'est une action de poète national. Donc pendant le confinement, avec des cérémonies accélérées et perdant toute humanité, il a eu cette idée magnifique de demander à une centaine de poètes de produire, de créer un texte de deuil, donc de créer cette banque de données qui existe toujours pour les familles. Donc les familles pouvaient aller s'y ressourcer, mais aussi de demander aux poètes d'être poètes de garde, donc c'est-à-dire que les familles pouvaient nous appeler via la Maison de la Poésie, moi c'était via la Maison de la Poésie de Namur, pouvaient appeler les poètes et les poétesses la veille de la cérémonie pour obtenir un poème personnalisé. Donc on était en contact avec les familles, et elles nous donnaient, enfin chaque poète, chaque poétesse a mis en place sa manière en tout cas d'accueillir ces paroles, et voilà, on écrivait et puis ça partait dans les familles, et j'ai trouvé que cette action-là, moi j'ai participé aussi, il a fait tout un tour où il y avait des poètes germanophones, néerlandophones, francophones sur une péniche. Voilà, on a été expérimenter la lenteur là, en plein mois de septembre, quand tout le monde commençait à débouler dans la rentrée. C'était magnifique. Pour moi c'était magnifique, on a écrit un texte, c'était magnifique, la rencontre c'était magnifique, mais sociétalement
ça nous a fait plaisir à nous, voilà, c'était super, c'était génial, mais donc je suis pas à cet endroit. Et donc on fera des choses comme ça, parce qu'on a aussi, entre guillemets, l'obligation d'aller dans les lieux, évidemment, qui nous ont nominés. Donc il faut aller au Poésie Centrum, il faut faire la Maison de la Poésie d'Amnay, il faut aller à la Maison Poème, etc. Donc il faut aller faire le tour des lieux. Mais ça, on le fait déjà. Donc c'est pas trouver cet endroit. L'équilibre, hein, c'est vraiment trouver l'équilibre entre être connecté aux autres et en même temps la nécessaire déconnexion qui permet de se ressourcer pour se reconnecter. Mais ça, c'est en artistique, tout le monde, enfin tout qui fait de l'artistique on est dans cet équilibre. Tout à l'heure, c'est ce qu'on disait. Est-ce qu'on peut être artiste et déconnecté? Ce n'est pas sûr, puisque la décélération a ceci de magnifique que ça commence à cogiter au niveau de la tête. Et si vous voyagez pour vous ressourcer, ben voilà, c'est des nouvelles odeurs, des nouvelles couleurs, des nouvelles lumières. Et donc la métaphore, forcément, dès qu'on est du voyage, la métaphore, les métaphores arrivent. Donc je ne sais pas si on peut se déconnecter. Moi, le travail, c'est plutôt de comment dire, par exemple là je suis allée en résidence d'écriture à Oui, mais c'est pas une résidence, je me suis offert une résidence d'écriture, et pour moi c'est une manière de durer dans le temps, voilà, donc c'est-à-dire mes amis petites indépendantes diraient c'est un investissement, voilà, parce qu'il faut, c'est pas une bourse, c'est un investissement, mais parce qu'à un moment donné il faut faire ça, donc c'est-à-dire que si on est tout le temps dans la course, on n'a pas cette lenteur qui nous permet de créer. Après, c'est compliqué de s'accorder ces temps-là, c'est compliqué. Juste pour terminer, Lisette Lombé, avant de permettre donc au public de vous poser des questions, je voudrais terminer par un poème extrait donc d'une performance collective donnée à la Maison de la Poésie et qu'on retrouvait dans votre recueil Brûlé, 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 sous le titre Va-nu-pieds. Oublie ceux qui t'observent comme on observe une folle. Oublie ceux qui ne comprennent pas ta danse. Ceux qui aiment la musique des gitans mais ne souffrent pas les odeurs des gens. Oublie ceux qui menacent ton tapis de leurs chaussures crasseuses. Oublie le ciel, oublie les cieux. Il n'y a rien pour toi là-haut, rien pour le repos, rien pour le sommeil du juste, rien. Rien pour assourdir la litanie des souffrances, rien contre l'hémorragie du monde, sans la cheville que comprime encore le souvenir de la chaussure crasseuse, sans le pied qui prolonge la cheville, la plante de pied, chaque orteil, sans la crasse entre les orteils, la crasse sous la semelle sur le tapis. Voilà, merci. Merci. Merci pour ce texte. Merci. Ça a été créé à partir d'une performance de Sophie Van Gogh, qui est une artiste liégeoise, peintre entre autres, qui dans cette performance nous a demandé d'écrire avec un autre poète vol au vent autour du thème Dieu ne t'arrive pas à la cheville. Voilà, vous l'avez bien illustré. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Lisette Lombé. Voilà.